Donc, bonjour, mon nom c'est Joanne Whitmore, je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Bienvenue au lancement de la 11e édition de l'État de l'énergie au Québec, donc l'édition 2025. On est très heureux, comme tous les ans, de pouvoir accueillir autant de gens. Vous êtes presque 1000, en fait, entre 900 et 1000 à vous avoir inscrits à l'événement. Avec les temps qui courent, la folie, le chaos, je pense que ça fait du bien d'avoir un document, en fait, tu sais, un peu une tradition comme celle-ci qui est constante, qui montre que c'est possible, en fait, de faire des suivis structurés des éléments qu'on tente, qu'on considère, en fait, importants dans notre économie, soit l'énergie. Je dirais aussi que la chaire joue un rôle, surtout au fur et à mesure que la science a une importance de plus en plus dans la prise de décision. En plus, avec l'intelligence artificielle, j'ai juste pour une petite anecdote fait une recherche récente pour voir comment l'IA prenait en compte certaines informations. Et quand je demandais c'était quoi les sources, on voyait que pour ce qui concernait les données en énergie au Québec, la chaire et l'État de l'énergie étaient des données des sources primaires pour l'intelligence artificielle. Donc, on a besoin des chercheurs, on a besoin de continuer à faire ce genre de travail-là parce que ça reste important pour surtout les nouveaux outils qui se développent pour l'avenir du Québec. Donc, ceci dit, on a avec nous aujourd'hui Madame Christine Fréchette, donc la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui va faire le mot d'ouverture. Et mon collègue Pierre-Olivier Pinault va présenter dans une trentaine de minutes les grandes lignes de notre étude. Pour que vous sachiez, l'étude est déjà en ligne. Donc, soit à la fin de la présentation, on va avoir le lien que vous pouvez cliquer dessus et tout va être là. On a aussi l'enregistrement qui va être disponible sur notre chaîne YouTube. Pour la structure, c'est important de participer. On a quand même une période de 15 minutes. Donc, il va y avoir, vous allez en bas de l'écran, il y a un bouton là, QR, donc questions et réponses. Vous pouvez soumettre vos questions au fur et à mesure qu'on avance. Moi, je vais rester en arrière-plan pouvoir en répondre, puis on va en prendre aussi à la fin. Donc, sur ça, je donne la parole à Madame Christine Fréchette, la ministre de l'Économie. Bonjour, Madame Whitmore. Est-ce que vous m'entendez, me voyez bien? Oui, Oui, parfaitement. La parole est à vous. parfait. Ben, excellent. Merci beaucoup, Madame Whitmore. Merci également, Monsieur Pinault. Bonjour à tous. Vraiment, je suis très contente d'être là. Merci, merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez, notre gouvernement, on s'est engagé en fait dans un grand projet de société qui vise à décarboner l'économie d'ici 2050. On a au Québec, en fait, là, les ressources naturelles, la capacité d'innover, les talents, l'expertise pour être un leader de l'économie verte. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail de l'équipe de la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC Montréal. Vraiment, ce que vous faites comme travail est colossal. C'est vraiment important pour nous faire progresser, pour nous faire avancer. Le rapport que vous publiez, donc annuellement, depuis maintenant 11 ans, vraiment, c'est une belle maturité. Ça nous permet d'avoir un portrait là, vraiment éclairant sur l'évolution de la situation énergétique. Et Dieu sait que c'est crucial par les temps qui courent, pour les années à venir, les décennies à venir, d'avoir un regard clair et une compréhension claire de l'évolution de la situation énergétique au Québec. Et je dois vous dire que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, s'en remet régulièrement d'ailleurs au tableau que vous publiez, aux informations très éclairantes qui se trouvent à l'intérieur de vos rapports. Alors, merci pour travailler sur cette source d'information qui est vraiment très stratégique. Ce qu'on voit en 2025, c'est que l'état de l'énergie, donc le rapport, il met l'accent sur la nécessité d'accéder à des données de qualité pour nous guider. Et vous participez donc à cette tâche, à cette responsabilité qui nous incombe d'avoir des données de qualité. Et également, il met l'accent sur l'urgence d'accélérer la transition énergétique. Alors, on est d'accord, comme gouvernement, sur les grandes recommandations du rapport. En effet, je pense qu'il faut prioriser l'efficacité énergétique. Ça, c'est un incontournable. Il faut réduire également
notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est ce à quoi on travaille. Et je dirais qu'il y a un autre constat qui ressort, et j'entendais M. Pinault ce matin y faire référence lors de son entrevue avec M. Masbourian, c'est qu'on peut dire qu'on a réussi à faire croître l'économie davantage que notre consommation d'énergie. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce qu'il faut qu'on poursuive notre développement économique, mais que la croissance de nos ressources énergétiques, l'utilisation de nos ressources énergétiques soit moindre au fur et à mesure que cette croissance économique se déploie. Donc, une bonne chose. Aussi, il nous faut reconnaître que le Québec, et c'est important qu'on se le rappelle, on est une véritable puissance nord-américaine dans le domaine des énergies renouvelables. En fait, on produit ici l'équivalent de 22 de toute l'énergie renouvelable qui est générée aux États-Unis. Alors ça, c'est majeur. Ça nous donne vraiment un rôle, un positionnement très stratégique dans le giron nord-américain. Et Dieu sait que par les temps qui courent, c'est particulièrement important d'avoir de ces forces, de ces atouts entre nos mains parce que ça va nous permettre de mieux négocier pour la suite des choses. On doit donc continuer de miser sur nos forces là, pour accélérer la transition énergétique, pour favoriser aussi une croissance qui soit durable et pour maintenir notre compétitivité à l'échelle internationale. Donc, c'est vraiment sur ces trois axes-là qu'il faut se positionner et jouer en simultané. Et c'est ce pourquoi on est en train de se doter d'orientations claires, de moyen terme, de long terme en matière d'énergie verte et d'efficacité énergétique. On est en train de se façonner une vision qui va nous permettre en fait de faire rayonner encore davantage le génie québécois pour les années à venir. Et c'est ce qu'on fait avec le projet de loi sur lequel on travaille présentement. Dans quelques minutes, d'ailleurs, je vais retourner en commission parlementaire pour échanger avec les oppositions et travailler sur le projet de loi 69, qui est essentiel, en fait, à l'avenir énergétique du Québec, qui est essentiel aussi pour la modernisation du cadre réglementaire entourant le secteur énergétique. On a amorcé là, cette semaine l'étude détaillée de chacun des articles. Il y a 157 articles qui sont compris dans ce projet de loi 69 qui vient modifier en fait une quinzaine de lois au Québec. Donc, c'est un exercice très important. Et un des éléments centraux de ce projet de loi-là, c'est en fait le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, donc le PGIR, qui n'est plus ni moins en fait qu'une sorte de feuille de route en matière de production d'énergie qui va nous permettre de nous guider pour la suite des choses pour les 25 années à venir. Son élaboration, en fait, il va se faire au cours des prochains mois, suivant un processus qui va être très structuré, qui va être participatif et aussi transparent, et qui va nous donner, en fait, notre vision d'ensemble pour l'avenir énergétique. Et cette feuille de route-là, elle va être mise à jour à tous les 6 ans, de telle sorte qu'on puisse aiguiller, réviser certaines orientations, advenant qu'il y a eu des changements qui génèrent des modifications importantes. Donc, le PGIR, ce plan-là, va porter en fait sur tous les types d'énergie qu'on consomme au Québec. Il va nous permettre d'avoir un état des lieux sur la consommation énergétique, puis il va nous permettre également d'avoir une réflexion éclairée sur l'énergie, notamment en discutant différentes possibles trajectoires quant à l'évolution du mix énergétique sur lequel on pourra reposer et également qui va parler, jouer, en fait, aborder la question de l'efficacité énergétique. Quelle place est-ce que ça doit occuper dans notre mix énergétique? Ce plan-là, il va évaluer, en fait, différentes options d'approvisionnement énergétique pour répondre aux différents besoins qui existent au Québec et également pour nous permettre de rencontrer nos objectifs de décarbonation. Parce que je le rappelle, on veut être le premier État en Amérique du Nord qui soit décarboné pour l'année 2050. Et ça, on va faire cet exercice-là tout en tenant compte des implications économiques et sociales. Alors, c'est un exercice, vous comprendrez, assez complexe, qui va être un véritable challenge, mais on se lance là-dedans, on amorce ça prochainement, cet exercice-là, pour faire en sorte d'arriver au 1er avril 2026 avec un plan détaillé de notre gestion intégrée des ressources énergétiques. Bref, ça va être un outil très stratégique qui va pouvoir en fait guider les actions des gouvernements pour les décennies à venir. Et j'en profite d'ailleurs, parlant de décennies à venir, pour vraiment saluer la signature de l'entente de principe qu'il y a eu avec Terre-Neuve-Labrador pour l'accès à la production hydroélectrique de Churchill Falls et de la future centrale de Gull Island pour
d'ici jusqu'à l'année, en fait, 2075. C'est vraiment majeur ce qui a été accompli à la fois par le premier ministre François Legault, tout comme avec le PDG d'Hydro-Québec, M. Sebia, sont parvenus donc à sécuriser un bloc d'énergie majeur pour les prochaines années et ce, à un prix très compétitif. Donc, c'est un véritable, en fait, pas de géant là, qui s'inscrit dans nos efforts pour augmenter, d'une part, l'offre énergétique du Québec et également pour diversifier notre mix énergétique en développant les diverses sources d'énergie renouvelable. Le projet de loi 69, d'ailleurs, met beaucoup de l'avant cette nécessité de diversifier notre mix énergétique avec, par exemple, le solaire, avec l'hydrogène vert, avec les bioénergies et bien sûr l'éolien qui a déjà une place d'importance au Québec. Alors, parlant justement d'éolien, en fait, on a signé, probablement avez-vous vu déjà, on a signé 3 partenariats majeurs au cours des derniers mois avec des communautés locales, des communautés autochtones, pour le développement de projets éoliens dans 3 zones distinctes, à savoir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'une part, la Côte-Nord et également l'Est du Québec. Il faut voir qu'il y aura d'autres projets qui vont suivre, mais déjà, ces 3 projets-là, ils sont vraiment importants, stratégiques. Ils vont nous permettre, en fait, d'ajouter 5000 mégawatts de capacité éolienne au mix énergétique du Québec. Donc, c'est majeur en termes d'apport et en termes de diversification de nos sources d'énergie également. Donc, des projets comme ceux-là, il faut se le rappeler, ils créent des emplois nombreux et des emplois de qualité. Ça crée également des occasions d'affaires pour les entreprises, puis ça crée aussi une possibilité pour les communautés et les MRC, les municipalités, de diversifier leurs sources de revenus. Et ça, c'est un objectif qui existe de longue date, de diversifier les revenus des acteurs municipaux. Alors voilà, avec les projets éoliens, on parvient à atteindre cet objectif-là. Et je voudrais que c'est vraiment très motivant puis encourageant de voir en fait tous les projets pour lesquels les gens se mobilisent pour participer à la transition énergétique. Il y a vraiment des partenariats vraiment très intéressants et porteurs et constructifs qui se déploient autour de ces projets stratégiques. Et on a plusieurs propositions de projets qui sont à l'étude, en analyse, et on va pouvoir vous en annoncer plusieurs d'entre eux encore dans les années à venir. Pour explorer en fait les différentes façons de décarboner le Québec, je vous invite également à consulter une balado que notre ministère vient de publier et qui s'intitule Vers quoi se tourner? Point d'interrogation. C'est en fait une balado qu'on peut trouver à la fois sur YouTube, sur Balado Québec, sur Spotify et qui en fait donne des exemples bien concrets de ce qui peut être fait pour contribuer à la transition énergétique et le champ des possibles de ce côté-là. D'ailleurs, je veux remercier le Pierre-Olivier Pinault qui a participé à ce balado à titre d'expert. Vraiment, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Pierre-Olivier, je l'appelle par son prénom parce on a été aux études ensemble, à l'université ensemble au HEC il y a plusieurs années de ça. Et vraiment, donc c'est fabuleux de voir, M. Pinault, là, votre contribution au débat public en matière d'énergie au Québec. Je salue ça parce que c'est une contribution remarquable et qui nous a permis collectivement d'être plus sensibilisés à l'importance de l'énergie, puis aux enjeux également qui se posent pour le Québec et, je dirais, la planète, en fait, en termes sur le plan énergétique. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'au Québec, il y a un véritable élan pour produire davantage d'énergie renouvelable et pour décarboner nos industries et contribuer à l'essor de notre économie. Et nous, on a la position, comme État, d'aller tirer profit, bénéfice, en fait, sur le plan économique de cette transition énergétique. On a tous les atouts pour ce faire et ça fait partie de notre vision comme gouvernement de bâtir un Québec plus vert, plus fier et plus prospère et qu'on pourra léguer aux générations futures. Alors, c'est l'invitation qu'on vous fait à vous tous qui vous intéressez au devenir énergétique du Québec. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour réaliser et relever tous les défis qui se présenteront pour atteindre cet objectif. En vous remerciant à tous et en vous souhaitant un beau dévoilement de l'état de l'énergie au Québec, édition 2025. Merci. Merci beaucoup, Madame Fréchette. Merci beaucoup, Christine, de tes bons mots.
Merci beaucoup d'avoir fait ce mot d'ouverture qui lance très bien la présentation de l'état de l'énergie au Québec. Alors, bonne continuation en commission parlementaire, c'est Oui, travail. c'est que le début. Merci et bonne suite et à bientôt. Merci. Au revoir. Donc, je vais prendre le relais de la présentation et commencer en tant que tel. Cette présentation, Johan avait commencé à indiquer que, évidemment, c'est un travail collectif, donc peut-être réitérer des remerciements envers tous les partenaires de la chaire. Que je ne nommerai pas, mais qui sont inscrits ici sur la page de remerciements, et tous les collaborateurs dans différents ministères, Mathieu Lavoie et toute l'équipe du MELCCFP, Maude Grenier-Hamel et toute l'équipe du MEIE, et d'autres personnes au gouvernement fédéral et évidemment chez les distributeurs d'énergie du Québec. La présentation que je vais vous faire donc, va couvrir l'entièreté en fait, le système énergétique québécois en 2025, les dernières données qu'on peut vous présenter. On commence toujours avec une petite rétrospective de 2024, sans m'attarder trop parce qu'il y a beaucoup de matériel à couvrir. Il y a eu différents éléments. Je vais simplement en mentionner quatre sur ces différents éléments. En fait, Madame Fréchette a déjà mentionné le contrat de Churchill qui a été une nouvelle entente sur le Churchill et Gull Island a été signée en décembre, ou du moins est sur le point a été convenue en décembre, mais la signature finale arrivera un peu plus tard. Dans l'année, il y a eu évidemment, ça a été un petit choc à l'automne dernier, la démission de Monsieur Pierre Fitzgibbon et l'arrivée de Madame Fréchette pour le remplacer. En juin, si on remonte dans le temps, le projet de loi 69 a été déposé et donc on a pu le commenter. Et maintenant, il est en commission parlementaire. On souhaite qu'il soit adopté le plus rapidement possible, notamment parce qu'il concerne le PGIR et dont je pense que le Québec et plusieurs pensons que au Québec, on a besoin de ce plan intégré de gestion des ressources énergétiques. Et peut-être si dernier élément que j'ai mentionné, mais il y en a beaucoup d'autres et c'est des choix peut-être un peu arbitraires. En mai dernier, la stratégie de développement éolienne d'Hydro-Québec a été dévoilée et c'était quand même un changement par rapport à la manière dont les projets éoliens se faisaient, où on passait par des appels d'offres et des développeurs privés. Là, Hydro-Québec prend les rênes du développement éolien bien davantage, sans exclure des collaborateurs et des entreprises privées, mais en prenant un leadership un peu plus prononcé là-dessus. Donc ça, c'était l'année dernière. Si on fait notre bilan énergétique et qu'on remonte sur les 22 dernières années, donc c'est à peu près la seule diapositive qui regarde un petit peu l'évolution globale du secteur que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, on a l'évolution de la consommation totale d'énergie de 2020 à 2022. Donc, les statistiques sont pas, on est en 2025, mais les statistiques, on ne les connaît pas encore pour au-delà de 2020, en fait 2023, mais elles sont sorties extrêmement récemment. Mais ce qu'on voit, c'est que la consommation totale d'énergie a augmenté, mais pas autant que la population et pas autant que le PIB. Donc, vous voyez, la courbe du haut indique que le PIB a beaucoup augmenté, 45% depuis l'an 2000, et ça, c'est en termes réels. C'est-à-dire l'inflation a été prise en compte, donc ce n'est pas simplement le gonflement des prix, mais c'est vraiment le PIB réel, ce que la société québécoise dispose euh, comme richesse. Et on voit donc une augmentation importante, hein. La population n'a augmenté que de 18%, la consommation totale d'énergie de 13%. D'une manière générale, vous voyez, la richesse a augmenté plus vite que la consommation d'énergie. Il faut mentionner par contre que c'est la dernière année qu'on a regardé entre 2021 et 2022. Vous voyez, la productivité énergétique, elle a diminué parce que on a augmenté notre consommation d'énergie plus rapidement que la richesse collective. Et ça, c'est une tendance malheureusement qu'il faudra réussir à modérer parce qu'on ne peut pas avoir une consommation d'énergie qui augmente plus vite que la richesse. Il faudrait en fait que notre consommation d'énergie diminue de manière globale si on veut pouvoir atteindre nos objectifs. Comme vous le voyez, les gaz à effet de serre ont diminué. Dans le secteur énergétique, la dernière ligne que vous voyez, vous avez une diminution de 10% de 2000 à 2022 des gaz à effet de serre du secteur de l'énergie.
Mais ces 2 dernières années, on est reparti à la hausse. Évidemment, il y a la chute de la COVID, de la pandémie, qui a fait diminuer notre consommation d'énergie. Ça remonte. Dans un monde idéal, on aurait réussi à rester à un niveau assez bas. Et on va le revenir un petit peu là-dessus sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on n'est pas forcément sur une trajectoire qui va nous amener à nos objectifs, mais on va revenir là-dessus. Donc, vous voyez différentes tendances, des tendances qui sont plutôt positives, une richesse qui croît plus vite que notre consommation d'énergie, mais notre consommation d'énergie qui ne diminue pas aussi, qui ne diminue pas comme il faudrait qu'on le constate si on voulait vraiment atteindre nos objectifs. Si on fait le bilan, et ce bilan, une photo synthèse du système global énergétique en 2022, qui est encore une fois la dernière année pour laquelle on a les données complètes, eh bien, on s'aperçoit que le pétrole est encore dominant. Vous le voyez, du pétrole importé qui va essentiellement en transport, mais un petit peu dans l'industrie, un petit peu dans le secteur des bâtiments. L'hydroélectricité, qui est la deuxième source d'énergie en importance. Et donc, c'est évidemment ce qui fait la position de force du Québec et ce qui rend notre bilan énergétique et de gaz à effet de serre particulièrement intéressant et assez unique sur Terre. C'est cette importance de l'hydroélectricité à laquelle on ajoute aussi le secteur éolien et toute la biomasse qui pousse au Québec. Donc, essentiellement des forêts, mais au-delà des forêts, aussi toute l'agriculture qui nous permet d'avoir des matières organiques que l'on peut brûler soit directement quand ce qui concerne le bois, ou alors transformer, comme on le fait un petit peu en éthanol ou en gaz naturel de source renouvelable. Vous voyez le GSR qui est là, qui est en croissance, qui occupe encore une très faible part du bilan énergétique québécois, mais qu'il va falloir soutenir parce que vous le voyez, le gaz naturel qui arrive en troisième place, qui est au centre ici de ce graphique-là, avec 390 pétajoules. Ce gaz naturel de source fossile qui est entièrement importé, eh bien, on cherche à diminuer sa consommation, mais aussi à trouver des alternatives renouvelables et le gaz de source renouvelable en fera partie. Une nouveauté dans ce graphique que vous voyez cette année, on a rajouté le propane et on a isolé le propane dans les produits pétroliers parce que c'est un produit pétrolier assez, qui en fait qui a des caractéristiques un peu différentes des autres produits pétroliers dans la mesure où il n'est pas utilisé pour les mêmes usages. Il est en fait très peu utilisé, voire pas du tout en transport, mais il joue un rôle important dans l'industrie, notamment en agriculture, dans des secteurs non énergétiques et dans le chauffage de bâtiments qui ne sont pas connectés au réseau de gaz naturel. Donc, on a jugé important de mieux illustrer le fait que le propane, qui est un produit pétrolier, mais qui lui aussi pourrait venir de sources renouvelables, eh bien, joue un rôle un peu différent dans le bilan énergétique. Et en termes d'importance énergétique, il est plus important que l'hydrogène ou le gaz naturel de source renouvelable. Et donc, on a jugé que c'était intéressant de le mettre. Je le souligne parce que c'est une nouveauté de cette année. Et vous voyez l'hydrogène qui est là depuis quelques années, qui continue à à venir essentiellement du gaz naturel et de produits pétroliers. Et il faut quand même malgré tout souligner, comme d'habitude, dans ce système énergétique, l'importance des pertes d'énergie, essentiellement des pertes de chaleur que l'on retrouve tout au long de notre système énergétique. Certaines de ces pertes sont des pertes de transformation qui sont inévitables, mais d'autres de ces pertes, notamment toutes les pertes que l'on peut voir dans le secteur industriel, le secteur de consommation qui est au centre, c'est des pertes de chaleur à haut niveau et c'est des pertes de chaleur qui pourraient être recyclées, valorisées si nous avions des systèmes circulaires de valorisation de ces rejets thermiques. Et donc, il y a un chantier là d'optimisation et d'amélioration de notre bilan énergétique qui sera à développer. Évidemment, dans tous les secteurs, dans les bâtiments, en transport, il y a d'autres approches pour améliorer notre bilan. Il va falloir, si on veut atteindre notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des objectifs de productivité et d'accroissement de la richesse collective, de s'assurer d'être beaucoup plus optimal dans notre consommation d'énergie.
Alors, vous avez l'image complète. On va rentrer dans certains secteurs, notamment le secteur d'approvisionnement du pétrole. Ça pose tout, ça, tout le monde s'intéresse toujours sur la provenance de notre pétrole. Comme vous le voyez, ces dernières années, il y a eu un changement radical. C'est du pétrole nord-américain que nous raffinons au Québec et l'essentiel maintenant vient du Canada, une autre part importante des États-Unis. Mais c'est du pétrole nord-américain et évidemment, c'est la question des pipelines et ressort ces jours-ci. Mais là, vous avez de façon imagée les pipelines qui existent, qui sont là. À gauche, vous avez les oléoducs qui amènent le pétrole jusqu'à Montréal. Essentiellement, il arrive par la ligne de Enbridge 9B qui essentiellement amène du pétrole de l'Ouest canadien, mais en passant par les États-Unis, le Michigan et remonte par l'Ontario jusqu'au Québec. Et une partie de ce pétrole-là qui arrive à Montréal continue jusqu'à Lévis et raffiné à Lévis. Et par le pipeline Saint-Laurent, ce sont des produits raffinés qui reviennent vers Montréal et repartent jusqu'à un certain point vers l'Ontario. Et donc, on alimente, par exemple, vous voyez le pipeline Trans-Northern en orange à gauche qui amène des produits pétroliers raffinés au Québec vers l'Ontario. Et on a un pipeline Portland-Montréal qui est vide, qui ne sert plus, qui auparavant amenait du pétrole brut qui arrivait dans le Maine jusqu'aux raffineries du sud de Montréal. Mais ce pipeline-là n'est en fait plus utilisé, pourrait l'être éventuellement dans le futur, mais ne l'est plus parce que les approvisionnements viennent maintenant essentiellement et en fait presque entièrement de l'Ouest canadien par le pipeline de Enbridge. Au niveau du gaz naturel, j'ai une autre diapositive que je vais vous présenter ici, qui présente les approvisionnements en gaz naturel québécois. L'essentiel vient des États-Unis par le sud-ouest de l'Ontario. Vous voyez presque 86% du gaz naturel qui est distribué au Québec vient par le Carrefour de Down en Ontario, remonte vers le Québec. Il y en a une partie, 11%, qui vient de l'Alberta par le pipeline, le gazoduc de TC Énergie. Et vous voyez le réseau québécois à grande échelle avec évidemment des infrastructures de liquéfaction. À Montréal, il y a une usine de liquéfaction que vous voyez au centre et du stockage souterrain qui est avec les deux sites qui sont en fait des cavernes où on stocke du gaz naturel pour les périodes comme maintenant où il fait froid et donc les besoins en gaz naturel sont plus importants et Énergir va puiser dans ces capacités de stockage-là. Vous voyez en gros que le GNR au Québécois représentait 2% du gaz naturel distribué par Énergir au Québec. C'est une proportion qui va augmenter dans les années à venir. L'objectif pour 2030, c'est 10% dans le réseau. C'est un objectif qu'Énergir est en bonne voie d'atteindre quand on constate les ententes d'approvisionnement en gaz naturel renouvelable et en gaz naturel de sources renouvelables. La terminologie est un peu compliquée parce qu'au début, on parlait juste de gaz naturel renouvelable, mais on a élargi la définition à un ensemble de gaz qui peuvent inclure évidemment le gaz naturel renouvelable, mais aussi l'hydrogène s'il est de sources renouvelables et éventuellement d'autres gaz. Et donc, on dit des gaz de sources renouvelables. Et donc, cette proportion doit augmenter jusqu'à 10% dans le réseau et devenir de différentes sources. Et on va revenir un petit peu sur les sources possibles d'approvisionnement en gaz naturel renouvelable, notamment à travers ce tableau-là que je vous présente rapidement sans rentrer dans tous les détails. Mais là, vous voyez que nous avons des sources actuelles municipales agricoles et des sites d'enfouissement qui produisent du gaz naturel renouvelable. Dans les sites d'enfouissement, une très grande partie, vous voyez 90% du gaz naturel renouvelable des sites d'enfouissement québécois est exporté aux États-Unis. Et donc, c'est un petit peu le paradoxe des échanges énergétiques où on a à la fois des exportateurs de gaz naturel renouvelable, mais on recherche à en obtenir des approvisionnements supplémentaires. Pourquoi sont-ils exportés? Mais parce qu'aux États-Unis, même si ça peut paraître étonnant, il est possible de valoriser des attributs environnementaux de ce gaz naturel renouvelable davantage que le prix que Énergir peut payer pour ces sources-là. Mais à terme, ça devrait s'équilibrer et on devrait pouvoir avoir évidemment davantage d'approvisionnement québécois. Il y a encore beaucoup de développements qui peuvent être faits au Québec au niveau du gaz naturel renouvelable.
Parlons d'électricité, qui est le fleuron de l'énergie québécoise. On a une capacité totale installée au Québec de 46 000 mégawatts, comme vous le voyez là. C'est essentiellement de l'hydroélectricité, mais on a de l'éolien. On a aussi des centrales à combustion, gaz naturel, mazout, aussi des centrales à combustion de biomasse, des petites parties. On a encore des génératrices diesel pour tous les points rouges que vous voyez au nord du Québec, aux îles de la Madeleine, sur la côte nord, à l'est, là, passé la Romaine, vous voyez des points rouges à l'île d'Anticosti. Mais ça, ce sont des communautés hors réseau d'Hydro-Québec qui sont alimentées par des génératrices diesel. Et c'est encore une fois un chantier sur lequel certaines personnes travaillent pour réduire la consommation de diesel. Mais comme vous le voyez, c'est très, très faible. C'est 0,4% de la capacité installée au Québec. C'est de l'hydroélectricité qui domine. Je peux mentionner ici qu'en 2023, la production d'électricité québécoise a diminué par rapport à l'année précédente. Là, vous voyez 196 TWh de production au total. On était à 216 TWh en 2022. Et la diminution de cette production a mené à une diminution des exportations. Vous voyez les exportations totales, là en bas à gauche, elles se sont chiffrées à 22 TWh en 2023. Elles étaient de 36 TWh, donc 50% plus élevées un an plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on a moins exporté? Mais on a moins exporté parce qu'on a moins produit. Et pourquoi a-t-on moins produit? Parce que les apports en eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec ont chuté en 2023. Et là, vous voyez un historique de ces apports en eau qui montre qu'il y a des années où le Québec reçoit beaucoup d'eau, les années où vous voyez des barres bleues qui vont vers le haut, et ce sont des années où on reçoit plus d'eau que la moyenne. Et les années en rouge, eh bien, ce sont des années où on reçoit moins d'eau. Le Québec reçoit moins d'eau que la moyenne, donc forcément, il y a moins d'eau qui arrive dans les réservoirs. Et comme ils sont moins pleins, ces réservoirs, les centrales hydroélectriques peuvent moins produire. Et en 2023, eh bien, ça a été la pire année en termes d'apport d'eau depuis que les statistiques sont disponibles, depuis 1943. Et donc, on a reçu 43 TWh de moins que la moyenne de ces 80 années qui sont documentées ici. Ce qui forcément, en recevant moins d'eau, Hydro-Québec n'a pas été en mesure de produire autant. Les chiffres pour 2024 montrent aussi qu'il y a eu des faibles apports d'eau, et ce qui va expliquer encore une fois qu'en 2024, Hydro-Québec n'aura pas exporté autant que d'habitude. Ce n'est pas des changements qui sont liés au changement climatique. Comme vous le voyez, il y a des séries de mauvaises années, des séries de bonnes années en ce qui concerne les apports d'eau. Ces 10 dernières années, on a plutôt des bonnes années. Vous voyez des séries de barres bleu foncé qui sont positives. Ça amène une capacité à produire plus grande, et ce qui a permis des exportations importantes. Et donc, si on a des mauvaises années en termes d'apport d'eau, ce que Mère Nature nous donne, et c'est un petit peu imprévisible, eh bien, ça vient compliquer la tâche d'Hydro-Québec. Ça vient aussi compliquer la tâche du gouvernement qui doit répondre à des demandes de blocs d'énergie de différentes compagnies. Et donc là, vous voyez un petit peu la répartition qu'on a pu estimer en termes de blocs d'électricité qui ont été alloués par le gouvernement à différentes compagnies. Et donc, on a beaucoup parlé de Northvolt. Là, vous voyez ici, il y a 20% de ce qui a été alloué, qui a été accordé à Northvolt, mais il y a toute une panoplie d'autres compagnies qui ont bénéficié de blocs d'énergie. Donc, jusqu'à maintenant, le gouvernement a alloué environ 1790 mégawatts de blocs d'électricité à différentes compagnies. Euh, et ça, c'est quelque chose évidemment qui est délicat parce que c'est un choix gouvernemental pour des entreprises qui parfois connaissent des obstacles à la réalisation de leurs projets. Euh, donc c'est toujours délicat. Il va falloir réfléchir sur la manière dont on alloue ces blocs d'énergie. Est-ce que c'est au gouvernement, à Hydro-Québec, aux consommateurs eux-mêmes de décider de se procurer des blocs d'énergie? C'est un débat que le projet de loi 69 va encadrer jusqu'à un certain point, mais peut-être que des questions vont continuer de se poser au fur et à mesure.
Nous sommes en électricité. Il est important de comprendre le système électrique dans son ensemble. On vous présente ici dans cette diapositive la consommation horaire d'électricité et les appels de puissance pour chacune des heures des 8760 heures de l'année 2023 pour souligner l'impact de la pointe d'électricité au Québec et de l'impact des jours froids. Pour l'année 2023, nous avons eu 2 journées, le 3 et le 4 février 2023, qui ont été les plus froides de l'année et où 10% de la capacité installée au Québec a dû être utilisée, appelée pas environ, plus que 4000 mégawatts n'ont été utiles que durant ces 27 heures-là de pointe extrêmement élevée. Donc, 10% de la capacité simplement pour 27 heures sur une année qui en contient 8760 heures, c'est énorme. Ça implique des coûts extrêmement élevés pour satisfaire cette demande de pointe. C'est un petit peu comme si vous aviez une pièce chez vous qui était une chambre à coucher qui n'allait servir que une journée par année et que vous gardez pour la fois où votre belle-mère vient dormir chez vous. Est-ce que chez vous, vous avez une pièce pour votre belle-mère que vous gardez uniquement pour elle quand la journée où elle vient? La réponse est non, mais en électricité, eh bien, on est obligé, à cause de la manière dont le système est conçu, à garder cette capacité très élevée, mais elle ne sert que très peu. Pour illustrer un peu plus ces 2 journées-là, vous voyez ici les 2 jours en question, le vendredi 3 février et le samedi 4 février 2023, où il a fait très froid. Vous voyez, la température horaire moyenne est descendue jusqu'à -30 à Montréal, mais ça a eu, évidemment, c'est tout le Québec qui était dans le froid. Et là, vous avez une pointe qui a perduré du vendredi jusqu'au samedi de manière assez continue, de manière très élevée. Et donc là, ça demande des actions pour gérer cette pointe-là. Ce n'est pas facile. C'est ce que Hydro-Québec fait à travers différentes actions comme ILO, les tarifications dynamiques comme FlexD et évidemment des services industriels, les contrats interruptibles et d'autres actions qui sont menées. La biénergie pour le chauffage fait partie aussi des actions qui peuvent être faites pour gérer ces pointes-là. Mais évidemment, c'est très coûteux, donc il faut trouver des manières de bien faire les choses. Il faut bien faire les choses, notamment aussi au niveau tarifaire. On constate une fois de plus au niveau tarifaire qu'il y a un déséquilibre croissant entre ce que les clients commerciaux et industriels payent par rapport à ce que ça coûte à Hydro-Québec servir ces clients-là et ce que les clients résidentiels payent par rapport à ce que ça coûte à Hydro-Québec pour servir ces clients-là. Et là, ce qu'on voit, c'est que les clients résidentiels bénéficient d'un interfinancement. Ça veut dire que les clients résidentiels ne payent environ que 80% du coût que Hydro-Québec estime devoir subir pour pouvoir les servir. Et à l'inverse, les clients commerciaux payent près de 140%, 40% de plus que ce que ça coûte à Hydro-Québec servir les clients commerciaux. C'est un pacte social qu'on a établi au Québec qui fait en sorte que les clients résidentiels sont subventionnés pour leur consommation par les clients commerciaux et industriels. Est-ce que ça doit perdurer dans le temps? Est-ce que c'est normal que vous payiez plus cher votre épicerie, que les hôpitaux payent plus cher d'électricité pour que les consommateurs résidentiels puissent chauffer leur maison, leur piscine, leur entrée de garage? C'est une question sociale qu'il va falloir se poser et résoudre dans les années à venir si on veut changer les choses. Si on continue dans le panoplie des énergies, nous avons l'hydrogène qui est important, dont on parle beaucoup, peut-être un petit peu moins ces temps-ci, mais dont on a beaucoup parlé. Il faut savoir que l'hydrogène, on en produit au Québec essentiellement pour les raffineries ou des applications industrielles. Comme vous le voyez, il vient surtout du gaz naturel et d'un produit pétrolier, le naphta lourd. Il vient un petit peu grâce à l'électrolyseur de Air Liquide dans la région de Trois-Rivières de l'eau et aussi de sous-produits. Et donc là, vous voyez un petit peu la production d'hydrogène au Québec qui pourrait augmenter dans les années à venir. En fait, elle va augmenter puisqu'on a déjà des projets dont je ne vous ai pas parlé, mais qui étaient inscrits sur une diapositive précédente, les blocs d'énergie. Certains d'entre eux vont être dédiés à la production d'hydrogène vert dans l'avenir. Les biocarburants,
un espace important de la production d'énergie. On aimerait que ça se développe peut-être plus parce que on en met de plus en plus dans l'essence et le diesel. On a un objectif d'avoir 15% d'éthanol dans l'essence pour 2030. En 2024, on était à 10% d'éthanol dans le diesel, mais on n'a que 2,13% de l'éthanol qui est produit au Québec. Et ça, c'est Greenfield Global avec son usine à Varennes qui produit environ 200 millions de litres par an, qui ont des projets d'augmentation de capacité, mais on ne produit pas tout l'éthanol qu'on consomme au Québec, alors qu'on aurait techniquement la capacité de le faire. Et donc, encore une fois, sur les biocarburants, il y a des éléments sur lesquels ça sera important de réfléchir dans les années à venir pour améliorer. Il y a différents projets que vous voyez indiqués là, mais malheureusement, il y a des projets, par exemple, comme le projet de bioénergie à Latuc, qui a été abandonné alors qu'il y avait un fort potentiel de produire différents biocarburants qui auraient pu voir le jour. Et donc, c'est dommage de voir ces projets-là qui ont levé et qui sont retombés parce qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne formule pour les faire lever. Allons du côté de la consommation, même si j'ai un petit peu parlé de consommation déjà en électricité. D'une manière globale, comme on le dit souvent à chaque année, les Québécois comme les Nord-Américains sont des grands consommateurs d'énergie. Nous, notre particularité au Québec, c'est que le secteur industriel occupe une très grande proportion de notre consommation par habitant. Donc là, vous voyez la consommation énergétique par habitant. La consommation industrielle au Québec, elle est élevée. C'est vrai parce qu'on a des industries dont on est fier, l'industrie de l'aluminium, les pâtes et papiers, l'acier, le fer et l'acier, le ciment. Ce sont des consommateurs d'énergie qui font augmenter notre consommation, mais il reste qu'en transport, dans le secteur résidentiel, dans le secteur commercial, nous sommes aussi à des niveaux plus élevés que la moyenne de pays comme des pays européens, la Norvège, la Suède ou l'Allemagne, qui sont des pays assez comparables aux nôtres, et beaucoup plus élevés que la moyenne mondiale. Vous voyez, au niveau mondial, eh bien, nous sommes, la consommation par habitant au niveau mondial, elle est de 53 gigajoules. Au Canada, on est à 191 gigajoules. Il y a un déséquilibre mondial dans notre niveau de consommation d'énergie. Euh, oui, il fait plus froid au Québec et on est un pays développé, donc on consomme plus, mais on a aussi des améliorations qui sont atteignables et qui peuvent nous enrichir si on les fait de manière intelligente. Donc, il ne faut pas se décourager en se disant qu'on consomme trop. Il faut au contraire voir ça comme une opportunité pour augmenter notre productivité énergétique. Quand on regarde des différents secteurs, vous avez plus de détails. Le secteur industriel consomme un tiers de l'énergie québécoise. C'est un secteur qui consomme déjà beaucoup d'électricité, d'énergie décarbonée. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'électricité. 53% de la consommation industrielle est déjà électrifiée et c'est l'électricité propre. Et on a ici un autre 14% qui sont des biocombustibles et donc qui sont évidemment décarbonés comme ce sont des biocarburants. Et donc là, l'objectif, c'est d'enlever, de réduire les produits pétroliers et le gaz naturel pour décarboner ces éléments-là dans la consommation industrielle. Vous voyez en transport des produits pétroliers et vous voyez le détail pour les différents secteurs. Si on regarde en transport qui est dominé par le pétrole, la tendance, elle est à l'augmentation de notre consommation en transport. Euh, Pourquoi? Parce que nous avons, comme vous le voyez, des ventes de véhicules qui en fait ne sont pas en augmentation depuis la pandémie. Les ventes de véhicules ont diminué après la pandémie. Peut-être parce que les Québécois ont décidé d'acheter moins de véhicules, peut-être aussi que parce qu'ils ont eu moins accès à des véhicules, parce que les chaînes de logistique de la production de véhicules ont été euh, moins efficaces et qu'il y a eu moins d'offres de véhicules. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même beaucoup de véhicules qui sont vendus dans la catégorie des camions qui incluent les VUS, donc les véhicules utilitaires sport, on a une augmentation de ces ventes-là qui continue année après année. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de VUS électriques dans la catégorie camions électriques, mais c'est des VUS électriques. Des VUS, ce sont des petits camions. C'est comme ça que Statistique Canada les catégorise. C'est pour ça que nous écrivons camions ici, parce que c'est la catégorie utilisée par Statistique Canada. Eh bien, vous voyez, les VUS électriques sont de plus en plus populaires. Les voitures électriques sont un petit peu moins populaires, notamment parce que l'offre
de voitures électriques et de véhicules électriques exclut les voitures et privilégie les camions. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout un déclin important du nombre total de voitures qui est vendu dans les marchés. Euh, et ça, c'est problématique. Mentionnons, parce que l'autopartage fait partie des solutions de développement durable et de mobilité durable, qu'il n'existe aucun recensement officiel sur l'autopartage, et alors que les ventes de véhicules sont bien, et le parc de véhicules est bien, est bien documenté, mais ça serait intéressant de voir comment l'autopartage évolue. On sait qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a beaucoup qui est fait déjà, mais il y a beaucoup en plus qui pourrait être fait à ce niveau-là. Comme on a un parc de véhicules qui est en croissance, eh bien, les ventes de produits pétroliers, comme vous le voyez, sont en croissance en 2023 par rapport à l'année précédente. Et, euh, et donc là, on a ici une croissance des produits pétroliers dans la dernière année. Au niveau des ventes d'essence, eh bien, une augmentation. Ce qu'on ne voit pas tout à fait ici, c'est que dans les ventes d'essence, il y a une catégorie vente pour les voitures et que dans les ventes pour les voitures, qui constituent l'essentiel des ventes d'essence, on a battu en 2023 un record de consommation. On n'a jamais vendu autant d'essence en 2023 pour les voitures que dans l'histoire du Québec. Là, il faut malgré tout modérer ce constat en soulignant que dans l'essence, comme je l'ai dit, il y a jamais eu autant d'éthanol qu'en 2023. Donc, on a vendu beaucoup d'essence dans laquelle il y avait une proportion de 10% d'éthanol, ce qui fait que les émissions de gaz à effet de serre provenant des produits pétroliers dans lesquels il y a des biocarburants vont diminuer. Pas parce qu'on vend moins de produits pétroliers, mais parce qu'il y a davantage de biocarburants dans ces éléments, dans ces produits pétroliers-là. On a l'objectif au Québec de réduire de 40% sous le niveau de 2013 les ventes de produits pétroliers. Est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là? Je ne le sais pas, je n'en suis pas certain. Quand on regarde la tendance des 5 dernières années, on a projeté cette tendance-là des 5 dernières années jusqu'en 2030 et eh bien, on n'y arrive pas. Mais évidemment, les choses évoluent et il y a peut-être des bonnes nouvelles, notamment en termes d'électrification des transports, comme je l'ai montré dans la diapositive précédente. On vend plus de véhicules électriques, donc davantage de véhicules électriques combinés avec davantage de biocarburants dans les produits pétroliers va faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites et les véhicules électriques vont aussi faire réduire les ventes de produits pétroliers, notamment incluant l'éthanol dans ces produits-là. Au niveau du parc de véhicules, qui est quand même très important, vous voyez ici en haut dans le parc de véhicules, là, on est rendu au Québec à environ 6 100 000 véhicules au total qui sont immatriculés. Donc le parc de véhicules augmente de façon constante. On a beaucoup les couleurs bleues, vertes et grises ici sont une augmentation des véhicules de type électrique ou hybride, donc qui utilisent beaucoup moins, pas dans le cas des véhicules électriques, ou beaucoup moins de produits pétroliers dans le cas des véhicules hybrides. Vous voyez une grosse augmentation, mais ça ne s'est pas traduit par une diminution du nombre de véhicules à essence ou au diesel qui est équivalente. Et même qu'en 2023, par rapport à 2022, on a eu une augmentation du nombre de véhicules à essence dans le parc automobile, ce qui fait que si on ne diminue pas le nombre de véhicules à essence et diesel, mais la consommation de produits pétroliers va rester constante. Alors, l'objectif ne peut pas être que d'ajouter des véhicules électriques. Il faut aussi réduire le nombre de véhicules à essence et c'est un défi qu'on va avoir dans les années à venir. Le temps file, je vais peut-être sauter quelques diapositives sur lesquelles vous pourrez vous pencher si vous le souhaitez. Je vais parler de consommation industrielle. On a déjà parlé de consommation industrielle de manière globale, mais là de manière désagrégée par sous-secteur industriel. Vous voyez les grands secteurs de consommation. L'aluminium consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Pâte et papier, là vous le voyez, électricité et biomasse et vous voyez d'autres secteurs industriels de consommation. L'énergie qui est qui est consommée dans ces secteurs-là, l'intensité énergétique dans ces secteurs-là, elle s'améliore, mais elle s'améliore pas tant que ça quand on regarde industrie par industrie eh bien, on voit qu'il y a une amélioration seulement de 10% de l'intensité énergétique, euh, c'est-à-dire pas l'intensité énergétique, mais l'intensité des gaz à effet de serre dans l'énergie utilisée.
Et donc, c'est la quantité de gaz à effet de serre par unité d'énergie qui est consommée dans chacun de ces secteurs-là. Et on voit que donc, d'une manière générale, on a une intensité en gaz à effet de serre dans l'énergie qui reste relativement stable, même si elle s'améliore de manière générale. Et ce qu'on peut tirer de ça, c'est de dire il faudrait que non seulement on réduise la consommation d'énergie pour faciliter la transition énergétique et améliorer la compétitivité des industries, mais en même temps qu'on diminue la quantité d'énergie, il faudrait qu'on utilise plus d'énergie décarbonée pour pouvoir réduire justement cette intensité en gaz à effet de serre des énergies qui sont utilisées dans les différents types d'industries. Les pâtes et papiers et l'aluminium, comme vous le voyez en bas, sont les industries qui ont les intensités de gaz à effet de serre les plus faibles parce qu'elles utilisent, comme je le disais, beaucoup d'électricité et de biomasse. Et à l'inverse, vous voyez le secteur de la construction, du ciment et de la foresterie sont des intensités énergétiques très élevées parce qu'ils utilisent beaucoup d'hydrocarbures encore dans leur production d'énergie, dans leur production industrielle. Euh, L'amélioration que nous devons constater au niveau des industries, euh, dans la production, dans la consommation d'énergie, pardon, cette amélioration dans la consommation d'énergie, elle devrait être motivée, oui, par des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques, parce que le constat qu'on peut faire, c'est que nous sommes le pays au Canada qui a parmi les plus faibles, ici en fait sur ce graphique, la plus faible productivité énergétique. C'est-à-dire que nous générons au Canada moins de richesses par unité d'énergie que d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré justement en ayant une meilleure consommation, notamment des systèmes de gestion énergétique en industrie. Et là, simplement un graphique pour nous montrer qu'on a peu de systèmes de gestion d'énergie dans notre industrie. Dans des pays comme l'Allemagne ou la Chine ou même la Suède que vous pouvez voir au milieu ici, on a beaucoup d'entreprises qui ont des certifications sur des systèmes de gestion énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ce sont des industries qui ont mis tout un système avec des objectifs d'amélioration de leur consommation énergétique et que ces systèmes-là les amènent à se questionner sur la manière dont ils consomment l'énergie et à trouver des solutions pour mieux consommer leur énergie, en consommer moins. Et que c'est en réfléchissant à la manière dont on consomme qu'on peut s'améliorer. Ces systèmes de gestion de l'énergie en entreprise, eh bien, ils amènent des gains. Et au Canada, on a peu d'entreprises qui ont des systèmes de gestion de l'énergie qui les utilisent de manière active, moins que dans beaucoup d'autres pays. Et donc là, c'est un peu un appel à la mobilisation pour qu'on puisse déployer des meilleures approches à la consommation d'énergie au Québec. Euh, Dans le secteur industriel, évidemment, dans le secteur commercial et résidentiel aussi. Euh, j'ai beaucoup de données, il reste 5 minutes, alors je vais peut-être mentionner ici que les surfaces de nos bâtiments ne cessent d'augmenter dans le secteur commercial et résidentiel. Si on a de plus en plus de mètres carrés à chauffer, à climatiser, eh bien, ça devrait nous amener à réfléchir sur notre consommation d'énergie parce que ça annule les gains en efficacité. Donc, on fait des gains en efficacité par mètre carré, mais on a plus de mètres carrés. Et donc, oui, il faut penser à la manière dont on gère l'énergie, mais il faut aussi penser à des manières plus structurelles. Il faut se poser la question, est-ce que on veut continuer d'avoir plus de mètres carrés par personne par année, parce que ce n'est pas juste la population qui augmente qui fait qu'on a plus de mètres carrés, c'est aussi le fait qu'on a plus de mètres carrés par personne, autant du côté commercial institutionnel que du côté résidentiel. Des mètres carrés par personne, c'est problématique parce que dans les bâtiments, notamment des bâtiments résidentiels, le chauffage occupe une très grande part de la consommation d'énergie. Plus de 50% de notre énergie résidentielle va dans le chauffage des locaux. Si vous avez de plus en plus de mètres carrés, forcément, ça fait de plus en plus de mètres carrés à chauffer et ce n'est pas la meilleure approche pour faire la transition énergétique que d'avoir de plus en plus de mètres carrés. J'ai déjà mentionné, nous ne sommes pas très efficaces dans notre consommation d'énergie. Vous voyez ici une répartition des pertes, mais je vais
passer là-dessus rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On a un potentiel d'efficacité énergétique. Vous pourrez aller le consulter si vous voulez plus de détails sur où est-ce qu'on pourrait aller chercher des gains d'efficacité énergétique. C'est documenté dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel. Mais j'aimerais dire quelques mots sur les gaz à effet de serre, sur l'évolution des gaz à effet de serre dans les minutes qui restent avant de passer à une petite période de questions. Euh, Au niveau des gaz à effet de serre, on s'en doute, c'est le pétrole qui domine. Et le pétrole, 42 millions de tonnes sur les 79 millions de tonnes qui sont émises au Québec pour le bilan en fait de 2022. Là, j'ai un doute, c'est surtout que ce soit une coquille parce que ce serait le bilan de 2022 qu'on vous montre ici. Euh, et donc, les chiffres sont bons, mais l'année est fort probablement une coquille ici. Donc, essentiellement du pétrole, la source de nos GES, le gaz naturel en deuxième. Évidemment, il y a des gaz à effet de serre qui viennent de secteurs non énergétiques et vous les voyez en bas, ici, des procédés industriels, l'agriculture et les déchets. Si on regarde les trajectoires des prochaines, historiques, et si on se projette un petit peu en avant par rapport à nos cibles, eh bien, on peut se voir qu'en 2022, nos gaz à effet de serre ils ont augmenté sur le territoire québécois. On peut se consoler un petit peu en se disant qu'on a acheté des droits d'émission en Californie et le bilan net des échanges de droits d'émission font en sorte qu'on peut se retrancher de notre bilan une certaine quantité de gaz à effet de serre. Et donc là, vous voyez la ligne bleue qu'on peut utiliser, qui est le bilan net en comptabilisant les achats de droits d'émission en Californie. Mais toujours est-il que quand on regarde la trajectoire sur laquelle on est en sol québécois, eh bien, on n'est pas sur une tendance qui nous amène à nos cibles. Et quand on regarde de manière combinée avec la Californie, vous voyez ici les émissions californiennes et québécoises combinées ensemble. En 2022, on a eu une légère augmentation. En fait, une stabilisation par rapport à 2021, ce qui fait en sorte que nos cibles qui descendent et les plafonds d'émissions qui descendent, eh bien, on ne suit pas le rythme. Et donc, ça va être un constat qu'on devra faire, c'est se dire, mais comment est-ce qu'on va atteindre la cible si on n'arrive pas à suivre le rythme de décroissance des émissions qui serait nécessaire pour atteindre la cible. Donc, c'est une question sur laquelle je vous laisse mais je vais indiquer que différents éléments sont pris en compte. Pour essayer d'atteindre les cibles au niveau fédéral, on a le règlement sur les combustibles propres qui a été mis en œuvre et on a des carburants renouvelables qui sont déployés au Québec. Ces carburants renouvelables, ils ont des intensités carbone qu'il faudra documenter et malheureusement, comme on peut le voir ici sur ce tableau-là, c'est pas toujours bien documenté l'intensité carbone des projets qui se font au Québec, alors que dans d'autres juridictions, notamment en Californie, c'est très bien documenté ces intensités carbone. Et donc, dans une optique de transparence des données et de compréhension des systèmes, ça serait important qu'on ait des indications beaucoup plus claires. Alors, le temps file, il est 3 heures. Je vais simplement aller directement à la perspective de 2025 et essayer de répondre à quelques questions dans les 15 minutes qui vont suivre. On a parlé du projet de loi 69. Que va-t-il se passer en 2025? Est-ce qu'il va être adopté? Est-ce qu'on va avoir des travaux qui vont commencer sur le plan intégré de gestion des ressources énergétiques? C'est ce que nous attendons. La tarification du carbone, on va avoir des grandes choses qui vont se passer sur la tarification du carbone parce qu'au niveau fédéral, le gouvernement fédéral risque d'abandonner sa taxe carbone. Le Québec devrait conserver son marché du carbone. Est-ce qu'on aura d'autres États américains qui vont se joindre au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, le marché du carbone? C'est une question qui va se poser. On va avoir des méga parcs éoliens qui vont se développer, donc ça va être intéressant à suivre. Et évidemment, toute l'incertitude liée à Trump aux élections fédérales est à suivre. Donc, je n'ai pas pu couvrir l'entièreté de ce que j'aurais voulu couvrir avec vous parce que le temps file et qu'il y a beaucoup à dire. Mais je vous remercie de votre attention. Vous pouvez télécharger le rapport pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait à energie.hec.ca/EEC. Je remercie nos partenaires, les partenaires de la chaire et notamment le ministère, le gouvernement québécois et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs
et le MEIE pour leur support. Si vous en voulez plus encore, vous pouvez télécharger le profil énergétique des régions du Québec, un rapport qu'on a sorti l'automne dernier et qui nous donne encore plus de détails sur les différentes régions du Québec. Je m'arrête ici, mais je prends quelques questions. Alors, je vais regarder des questions qui ont été posées. Je sais pas sûr Joanne, que je les lis pour que je puisse répondre rapidement. alors Joanne, oui, c'est mieux si tu me poses les questions. Euh, OK. Donc, on y va. Il y en a quand même beaucoup. Fait que je sais que tu dois terminer à écart. Donc, voilà, on commence. Le graphique de pointe d'Hydro-Québec montre-t-il la demande nette après les effets de la tarification dynamique? Si oui, quelle aurait été la pointe sans ces mesures d'atténuation? Autrement dit, la tarification dynamique contribue-t-elle significativement à la résorption de la pointe? Alors, non, merci pour la question. Ce graphique-là, ça c'est la demande observée. Donc, une fois les mesures de gestion de la demande mises en œuvre. Donc, en fait, ça aurait été pire si on avait regardé la demande avant les mesures de gestion de la demande. Euh, Hydro-Québec ne publie certaines données pour montrer l'impact justement de tarifs, tarifs dynamiques et la contribution de différentes options tarifaires et de différentes mesures pour gérer la puissance. Euh, mais ça serait intéressant effectivement de faire une analyse du graphique de quelle est la demande réelle et quelle est la demande observée après les mesures d'ajustement. Mais ça, c'est vraiment ce qui a été observé sur le réseau. Donc, une fois qu'on a fait la gestion de la demande, mais on sait, on présume qu'il y a du potentiel de gérer encore davantage et de réduire encore davantage les pointes. Euh, Quelqu'un demande, les ventes de véhicules incluent-elles l'occasion? Dans le graphique où on monte, à ma connaissance, non, mais Non, parce que ce sont vraiment les ventes de véhicules neufs ouais, c'est ça. et donc ça n'inclut pas les ventes d'occasion. Donc effectivement, il pourrait y avoir, si un véhicule d'occasion rentre au Québec et se fait immatriculer, eh bien, il ne sera pas là. Il y a des statistiques sur l'immatriculation des véhicules et donc ici sur ce graphique-là, il y a les immatriculations de total par type de carburant. Et donc là, vous voyez les véhicules d'occasion qui pourraient rentrer au Québec. En fait, ils apparaîtraient ici dans le total des véhicules électriques ou hybrides immatriculés au Québec. Quelqu'un dit, il faudrait faire attention quand vous dites que les VUS sont en augmentation. Il faut prendre en considération la définition de VUS en date d'aujourd'hui. Cette définition prend en compte énormément de modèles à petit cylindré qui ne consomment pas plus que les voitures. Exemple, les Kona est considéré tel un VUS qui en fait n'est pas un gros véhicule, il n'est pas plus gros qu'une Honda Fit ou Civic. Alors c'est tout à fait vrai que dans les VUS, il y a des petits VUS qui sont catégorisés comme des petits VUS, mais qui effectivement n'ont pas des consommations qui se distinguent fondamentalement de véhicules, de voitures intermédiaires ou compactes. Ceci dit, la consommation, et nous avons fait une étude sur la caractérisation du parc automobile québécois, même des petits VUS consomment plus que des voitures intermédiaires ou des voitures compactes. Donc, même si il n'y a pas ce ne sont pas des véhicules qui sont fondamentalement si différents que ça, ce sont des catégorisations qui sont là, mais indépendamment des catégorisations, le poids des véhicules augmente et les VUS sont plus lourds que les voitures. Et d'une manière générale, les véhicules ont des poids de plus en plus élevés. Et ça, c'est pas une bonne tendance en termes de consommation parce qu'une partie de l'énergie va pour transporter la tonne et demie d'acier que vous transportez avec vous pour aller du point A au point B. Ben, je pense que ça répond aussi. Il y avait quelqu'un qui trouvait que semblait être trop favorable au fait qu'on avait des camions puis des VUS électriques, mais qu'en fait, la taille, c'est problématique en raison, ben, pour la demande d'électricité ou la taille des batteries. Fait que je pense que tu es tout à fait d'accord avec ce commentaire-là, là.
Oui, absolument. Et en plus, quand vous avez des camions ou des VUS ou peu importe des voitures plus grandes en termes d'espace, en plus de ce que Johan vient de mentionner, en termes d'espace sur la route, ça prend plus d'espace. Les routes n'augmentent pas avec la taille du parc automobile et donc ça crée forcément plus de congestion et tout le monde souffre de la congestion, personne aime la congestion et un des contributeurs de la congestion, c'est non seulement plus de véhicules, mais des véhicules plus grands, plus longs, plus larges. Quelqu'un dit, considérant qu'au Canada, on fabrique l'éthanol avec le blé, le maïs, qui nécessite trop d'intrants, engrais et transport, dans quelle mesure est-ce que l'éthanol est un gage d'une meilleure empreinte écologique? Alors, c'est une bonne question. C'est pour ça que s'assurer de bien comprendre l'intensité carbone, et je vous ai présenté là une diapositive avec plein de données confidentielles, est très important parce que ce qui compte, c'est de bien comprendre l'intensité carbone des différents biocarburants. Et il faut évidemment améliorer cette intensité carbone. D'une manière générale, même pour l'éthanol fait avec du maïs, l'intensité carbone est plus faible. Elle s'améliore d'autant plus si on a des bonnes installations de production d'éthanol, mais c'est quelque chose à suivre et c'est pour ça que nous soulignons dans la diapositive que je vais vous remontrer que les intensités carbone sont importantes pour justement comprendre qu'est-ce qu'on a comme projet de biocarburant, parce qu'on veut forcément des biocarburants qui ont des bonnes intensités, enfin, des intensités carbone les plus basses possibles. Et il faut les suivre et il faut les comprendre. Puis, ben, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à Environnement Canada pour demander que cette information soit divulguée parce qu'elle l'est déjà en Californie. Donc, c'est pour cette raison-là que dans une des présentations, dans la petite citation, il envisage la possibilité parce que d'ailleurs, la chaire a demandé si on pouvait avoir une équivalence. Donc, il travaille là-dessus. Mais continuez à demander, on va espérer qu'il y ait plus de transparence. Donc, prochaine question. Électrifier véhicule égale surcharge potentielle du système électrique. Ça demande plus de chambres pour accueillir mamie. Plus de véhicules électriques, c'est certain que ça va demander davantage d'électricité. L'enjeu, il n'est pas forcément au niveau de la consommation d'énergie parce que ça demande plus d'énergie, mais on peut probablement la trouver. Mais l'enjeu, ça devient effectivement un enjeu de pointe. Et donc, ça revient à l'image que j'ai donnée, j'utilisais la chambre pour mamie. C'est certain que ces journées-là ici, ce vendredi 3 février et ce samedi 4 février, s'il y avait eu 2 millions de véhicules électriques et que ces véhicules électriques-là s'étaient branchés, ça aurait fait un appel de puissance supplémentaire et ça aurait pu poser bien des dommages. Et donc, il y a une menace là. Il y a aussi un éventuel avantage, c'est que si on a des véhicules électriques qui ont des bornes de recharge bidirectionnelles, l'énergie, l'électricité dans le véhicule électrique pourrait être utilisée pour satisfaire des besoins électriques. Alors, il y a à la fois une menace avec les véhicules électriques de rajouter des demandes en pointe, mais il y a aussi une opportunité qui va être assez, qui va falloir développer, qui va pas être si facile à développer, mais qu'on peut développer parce qu'on a au Québec une expertise justement dans ces systèmes bidirectionnels avec la compagnie Decibel. Eh bien, on pourra justement utiliser les véhicules électriques comme une opportunité pour réduire les pointes si on arrive à s'assurer de faire tout fonctionner. Mais évidemment, ça va être un défi de gestion du réseau. Bon, il reste 5 minutes, donc il faut être très succinct. Ben là, il faut que tu sortes ta boule de cristal. Quelqu'un demande quel potentiel peut-on associer au projet de loi 41? Et savons-nous quand il pourrait être adopté pour appliquer une telle obligation de déclaration comme à Montréal, présentement avec le règlement, bon là c'est 20-042, mais c'est ça, bref. Donc, c'est quoi ton sentiment pour la décarbonation là, des bâtiments, puis Alors, projet de loi 40? Le projet de loi 41, c'est un projet de loi qui doit, qui vise la performance environnementale des bâtiments et qui vise à obliger trois choses, à mesurer la consommation d'énergie, divulguer la consommation d'énergie et, en troisième lieu, améliorer la performance énergétique des bâtiments. Et ce projet de loi 41, quant à moi, il est dans la structure, il est parfait, mais il faudrait que tous les propriétaires de bâtiments soient assujettis à la loi 41, notamment pour mesurer
leur consommation d'énergie et divulguer la consommation d'énergie. Et c'est là où le gouvernement semble avoir énormément de difficultés à imposer des exigences de mesurer et divulguer la consommation d'énergie. Ce que ça voudrait dire, si on a demandé à tous les Québécois de le faire, ça veut dire que si vous avez un logement unifamilial, eh bien, vous devriez mesurer comme c'est fait ici, quelle est votre consommation d'énergie? En moyenne, c'est 115 gigajoules par logement. Donc, chez vous, dans votre maison, vous devriez mesurer et vous devriez le divulguer de telle sorte que si vous avez une consommation de 150 gigajoules, ben, vous paraîtriez un petit peu un grand consommateur par rapport à quelqu'un qui a une moindre consommation. Et dans un troisième temps, il faudra développer un mécanisme pour améliorer la consommation d'énergie de ces bâtiments-là. Mais encore faut-il qu'on assujettisse l'ensemble des propriétaires à cette contrainte-là de mesurage, de divulgation et d'amélioration. Et là, on semble, au niveau du gouvernement québécois, pas très pressé d'assujettir l'ensemble des propriétaires, alors que, comme vous le voyez, le chauffage, c'est très important et la performance énergétique des bâtiments va être clé dans la consommation d'énergie, d'électricité du Québec et dans l'amélioration de notre bilan. Une dernière grosse question. Merci pour cette présentation. Quelles recommandations feriez-vous pour inciter les industries à améliorer leur système de gestion d'énergie et ainsi améliorer la performance énergétique du secteur? Ben, écoutez, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est certain que mettre en place des systèmes de gestion de l'énergie peut être une excellente chose. Et même si on ne va pas jusqu'à des certifications telles que la norme ISO 50001, si les industries mesurent leur consommation, font des audits, cherchent des manières d'améliorer leur consommation, ça va être des approches qui vont leur permettre d'optimiser leur consommation en regardant l'entièreté de leurs activités. Et il y a plein de solutions. Il faut évidemment qu'il y ait des regards externes et internes qui se penchent sur ces questions-là et qui soient prêts à s'engager pour l'amélioration. C'est vraiment une question d'engagement à vouloir s'améliorer et de mettre en œuvre une démarche organisée, soutenue par le gouvernement, par les distributeurs d'énergie pour réduire leur consommation. Tout le monde s'entend chez Hydro-Québec Énergie, Gazifère pour améliorer la consommation d'énergie chez les consommateurs industriels, commerciaux et résidentiels, mais ça prend un engagement aussi des consommateurs et c'est là où ce qu'il faut, c'est mieux se connaître, connaissez-vous vous-même et vous allez pouvoir agir sur la base des faits qui caractérisent votre consommation. Hervé, tu es prêt pour la dernière? C'est une grosse, mais tu as 1 minute. C'est ton pitch devant. Quelles seraient les 3 priorités institutionnelles à mettre en œuvre pour réduire radicalement notre consommation énergétique? Alors, j'en ai parlé un petit peu avec le covoiturage. Je pense qu'on pourrait réduire de façon très importante notre consommation d'énergie si on utilisait moins de véhicules sur les routes et on peut le faire en améliorant le covoiturage, le transport actif, l'autopartage, le transport en commun évidemment. Et donc, si on se mettait vraiment, se mobilisait pour mieux utiliser les véhicules qui existent, on pourrait en transport réduire de manière importante et rapide notre consommation d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre. Ça nous coûterait moins cher et ça libérerait, décongestionnerait nos routes. Ça serait très bien. Ça, c'est pour le transport individuel. Pour le transport des marchandises, il faut à long terme développer le rail et le maritime parce que ce sont deux modes de transport qui sont très peu énergivores et donc ça sera très important de faire du transfert modal vers le rail, vers le transport maritime. Et une fois qu'on a fait le transport longue distance, évidemment, les camions électriques vont être importants pour décarboner à l'intérieur des zones. Donc, transport individuel, transport des marchandises. J'ai déjà mentionné dans les bâtiments, le projet de loi 41 devrait imposer à tous les propriétaires de bâtiments des améliorations. Et si à long terme, on arrive à améliorer notre performance énergétique des bâtiments, quand je dis à long terme, c'est d'ici 2050, sur les 25 prochaines années, on pourrait faire des réductions drastiques de consommation d'énergie qui aideraient à la fois à réduire la consommation, réduire et éliminer la consommation de gaz fossiles, de produits pétroliers et de limiter l'augmentation de nos besoins en électricité renouvelable. Et ça, c'est important parce que Hydro-Québec a beaucoup de projets dans ses cartons. Si on peut
éliminer certains projets, tout le monde s'en portera mieux. Donc voilà, merci. On est rendu à 15h16. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Plaisir Merci, de Johan. donner. Merci à vous tous pour votre participation. Bye.